le point, je crois, le plus important, ce que j'essaie de dire, c'est que on est dans une rupture, et une rupture qui nous pousse à penser différemment. C'est-à-dire que c'est plus une logique incrémentale comme ça l'a été la logique de blouse blanche du XXe siècle, où finalement le moteur à explosion a été amélioré pendant 120 ans par des scientifiques en faisant des incréments. C'est une logique de rupture où des barbares arrivent et font ce qu'a fait Elon Musk, une voiture qui est complètement en rupture, aussi bien le système d'alimentation que le moteur, que la plateforme informatique qui se trouve à l'intérieur et qui nous pousse à penser différemment dans tous les domaines. Un exemple parmi de très nombreux d'autres, c'est la fin des horaires. Quand vous discutez avec certaines compagnies aériennes, ils vous disent finalement, on a inventé le yield management pour le prix il y a 30 ans, et là on se rend compte qu'on va pouvoir inventer le plane supply chain management et finalement le timetable management, où on va dire, on sait que les gens veulent aller à Sao Paulo, non pas à 11 h là où se trouve l'avion, mais plutôt à 9 h, et ça tombe bien parce qu'on a un avion qui sera disponible de cette façon-là, et finalement, tout devient dynamique de cette façon-là. Donc vous changez complètement la logique. C'est la même chose pour les transports urbains. Dans les mégacités qui sont en construction en Chine, on organise les lignes de train de sorte à ce que on puisse dire, on détecte avec de la donnée que les gens sortent de leur pavillon et montent dans leur voiture, et donc dans 20 minutes, ils seront à la gare, et on est capable d'envoyer des trains en temps réel en fonction des besoins. Et on peut avoir un train qui fait 3 stations, qui va faire demi-tour ou qui va changer de ligne de cette façon-là. Donc il y a réellement une façon de voir le monde qui est extrêmement différente, et je crois qui surtout fait que les stocks deviennent des flux et la production outillée devient des services. Donc plein d'exemples, mais quand vous pensez à une voiture, ça reste sur le trottoir ou dans un garage 93% du temps. Le reste du temps, ça roule et puis ça ne bouge pas. Donc là, vous avez un stock qui n'est pas utilisé et que vous pouvez optimiser en faisant du car sharing et du carpooling, donc du BlaBlaCar, du Uber, etc., etc. Et c'est certain que si on était capable, ne serait-ce que de gagner quelques points de productivité à cet égard, beaucoup de voitures disparaîtraient. Et la question, c'est, faut-il que des gens comme Renault ou autres deviennent des plateformes, ou est-ce qu'ils sont amenés à naturellement se retrouver challengés par les plateformes et à produire beaucoup moins de voitures? C'est la même chose, si je suis un fabricant de matelas, c'est un exemple que j'aime bien donner. Depuis 100 ans, mon objectif, c'est de faire les ressorts les plus souples possibles qui font qu'on se noie dans le matelas et qu'on se sent très très bien. Et pour eux, c'était leur vocation, ça l'a toujours été. Mais en fait, leur vraie vocation, si on y songe, c'est de faire en sorte que les gens dorment bien. Et ça, vous pouvez arrêter, vous pouvez mettre des capteurs dans votre matelas, et vous pouvez dire aux gens, tiens, c'est marrant, mais quand vous vous couchez un quart d'heure plus tôt, vous dormez beaucoup mieux, vous ne devriez pas boire un verre d'eau parce que vous allez faire pipi à 4 h du matin, vous n'arrivez pas à vous rendormir, etc., etc. Donc ça, c'est de la donnée, et ça change votre vocation, et c'est vrai dans tous les domaines, et vous passez d'une logique d'outils productifs à une logique de plateforme et de services. Et si je reviens au monde de la voiture, c'est quand même incroyable de penser qu'un gars comme Elon Musk, qui a quand même amené de l'innovation de rupture, a dit il y a quelques mois, il a dit, écoutez, tout mon IP, toute ma propriété intellectuelle, c'est gratuit, vous l'avez, la seule condition, c'est que vous venez vous connecter à ma plateforme. Vous pouvez signer une convention qui fait ça. Ça vous montre la puissance de la donnée, la compréhension qu'ont finalement ces tycoons de la Silicon Valley, de où se trouve la valeur. Et cette notion-là, je pense qu'elle se résume en notion de servification. La notion d'être capable d'avoir un service de bout en bout et d'être en permanence en connexion avec la donnée de ses usagers. J'ai bien dit de ses usagers, je pense que ça va au-delà des consommateurs et c'est tout à fait fondamental. Alors, ça pose la question, mais ça je vais passer là-dessus, de la fin du marketing et d'une façon générale de la façon dont on saisit ces opportunités. Et alors, très très vite, parce que je pense que c'est quelque chose qui est une question que beaucoup de gens se posent, c'est finalement comment est-ce que quand on n'est pas un digital native, quand on n'est pas un hacker ou un codeur ou je ne sais quoi, comment est-ce qu'on peut rentrer dans la donnée, sachant qu'il y a quand même des histoires qui sont parfois un peu inquiétantes. Si je prends le monde de l'hôtellerie est un monde qui, pour moi, n'a pas su rentrer dans le digital et la donnée. C'est un monde qui a vécu 2 chocs d'une très grande violence en l'espace de 15 ans.
Le premier, c'est la distribution. Ce sont des gens qui se sont fait totalement désintermédier la distribution par des plateformes que vous utilisez tous, qui s'appellent Booking, Expedia et consorts. Et finalement, ces plateformes-là se sont introduites par la petite porte, et puis aujourd'hui, elles captent, suivant les pays, entre 17 et 23% de la valeur. C'est évidemment considérable parce que c'est tous les bidas, c'est toute la marge que dégageait cette industrie, qui est passée à marge zéro pendant plusieurs années, et puis qui a commencé à essayer de reconstituer ses marges en étant beaucoup plus lean qu'il l'était auparavant. Et quand ils ont commencé finalement à se dire, bah, ça y est, on commence à sortir, le deuxième choc est arrivé, ce deuxième choc qui s'appelle Airbnb. Airbnb, ça se résume de façon extrêmement simple, une société qui a 7 ans d'âge, qui n'a jamais construit un hôtel, dont la valeur en bourse est supérieure à celle d'Accor, et qui, chaque nuitée, fait plus de nuits d'hôtellerie que les 5 plus grands réseaux mondiaux. Voilà, ils vont passer cet été le million de nuitées par nuit. Voilà, et je crois, voilà ce qui, je crois, devrait interpeller les gens. Vous savez que Airbnb, ils ont été voir Hilton, et leur a dit, est-ce que vous ne voulez pas devenir notre actionnaire, au tout début. Et Hilton leur a dit, mais attendez, nous, on ne peut pas faire confiance à des gens qui n'ont jamais construit un hôtel, et puis qui veulent espérer qu'on va pouvoir bien se loger chez l'habitant. Ça ne fonctionne pas, votre modèle. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est aujourd'hui en train d'évoluer chez les grandes marques, d'une façon générale chez les grands acteurs, parce qu'ils ont compris que les risques n'étaient pas des risques linéaires, ce n'est pas des gens qui ont trouvé un modèle de supply chain qui permet de nettoyer les chambres plus rapidement, c'est des gens qui ont cassé le modèle et qui exécutent un service qui est proche du leur de façon extrêmement différente. Et pour ça, je crois que le mot que j'aime bien évoquer en premier, c'est la notion de plateforme. La notion de plateforme, c'est finalement, pour moi, ce qui différencie un GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, d'une société traditionnelle qui aura plutôt un ERP. Un GAFA, c'est sa plateforme. Vous retirez la plateforme, il n'y a plus d'entreprise. Une société traditionnelle, elle dispose d'un ERP, donc qui est un outil productif parmi d'autres outils. Et la plateforme, c'est l'unification, finalement, des systèmes d'information au travers d'une logique extrêmement industrielle qui permet ce qu'on appelle l'exposition unifiée des données. L'exposition unifiée des données au travers des API en particulier. Et il y a des sociétés traditionnelles qui ont réussi à faire cette mutation. Moi, la société que je préfère évoquer à cet égard, c'est GE. Alors, l'histoire de GE, elle est absolument fascinante. C'est une société qui a connu, au travers de la fin du XXe siècle, une épopée, une croissance très très forte, tout en étant une société qui avait plusieurs centaines de milliers de collaborateurs. Et puis, en 2002, arrive un nouveau CEO qui, finalement, se pose la question de savoir quels seront les futurs métiers de la société. Et il prend, je crois, les 700 ou 800 cadres les plus importants de la société et il leur pose la question suivante. À 10 ou 20 ans, je ne me souviens plus si c'est 10 ou 20 ans, quel métier peut faire plus de 10 milliards de valeur parmi tous nos métiers? Et ce qui remonte, qui est assez étonnant d'ailleurs pour une question qui a été posée à l'époque, c'est le digital et la donnée. Et ils ont mis ça en œuvre, ils le mettent en œuvre actuellement, ils essayent de faire évoluer de façon assez forte leur processus, et ils ont réussi à faire des choses tout à fait intéressantes. C'est-à-dire qu'ils ont mis de la donnée absolument partout. Je vais vous donner des tas d'exemples où c'est vrai, mais dans les services financiers, ils en ont mis, dans les réacteurs d'avion, ils en ont mis, dans les métiers de l'énergie, ils en ont mis énormément, et ils ont réussi réellement à faire muter la société de façon extrêmement forte, en adoptant assez souvent des codes qui sont réellement ceux de la Silicon Valley. Alors il y a encore beaucoup de parties de GE qui sont encore très bureaucratiques, très standards, mais la volonté de la société, c'est d'aller dans cette direction de façon importante. Une anecdote qui m'a été racontée par Jeff Immelt, puisque je l'ai rencontré quand j'avais fait mon premier livre, et qui, je crois, était assez fascinante, c'est qu'il disait, on a fait un réacteur d'avion, et quand on a commencé à faire le réacteur d'avion, les gens sont venus me voir en me disant, ça serait bien qu'on essaie de le faire en mode agile. Mode agile, c'est vraiment très structurel dans la révolution digitale. Et il y a beaucoup de gens qui étaient contre, et il a arbitré, il a dit on va le faire en mode agile. Et puis, quand on a mis le premier prototype sur le banc de test, il a explosé au bout de 3 secondes. Donc tous les gens qui étaient contre le mode agile ont dit on vous l'avait bien dit, c'est bien fait, etc., etc. Et il a dû faire l'arbitrage
de continuer en mode agile ou pas. Et il m'a dit, les gens qui avaient proposé qu'on fasse ça en mode agile ont quand même dit, ok, il a explosé au bout de 3 secondes, mais le niveau d'innovation était tel qu'on ne peut pas revenir au mode traditionnel. Et ils ont continué, ils ont fini le moteur, ils étaient très contents du niveau de qualité de ce moteur, et notamment, ils ont mis 3 ans à mettre ce moteur, alors que le délai traditionnel, c'était, je crois, 17 ans pour faire ça. Et le niveau d'innovation de ce moteur était très nettement supérieur à ce qu'ils pouvaient avoir à cet égard. Donc, quand vous mettez en place des logiques de plateforme, ce n'est pas seulement qu'une technologie, c'est aussi un impact très profond sur le modèle de management de votre société. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé ce qu'a dit une des personnes qui m'a interpellé tout à l'heure. C'est avant tout, moi j'ai tendance à dire que c'est avant tout une révolution anthropologique. Certes, elle est emmenée par le fait que la connaissance est accessible à coût marginal, mais la conséquence de cette notion-là, c'est le fait qu'on ne peut plus fonctionner comme avant, avec des experts, avec des silos. Et ce modèle est extrêmement improductif. Aujourd'hui, la plateforme, elle permet d'avoir de la distribution d'informations. Ça passe par les API, notamment, et derrière, de faire des process qui sont massivement en mode projet, massivement en mode agile. Je crois que, pour moi, la société la plus emblématique à cet égard, c'est Amazon. Le CEO d'Amazon, Jeff Bezos, a créé dès 2006, je crois, une doctrine des API en disant, finalement, ce qui est central dans notre société, c'est la façon dont on accède aux API et dont les gens peuvent s'emparer des API pour pouvoir développer des services de tout type de façon extrêmement agile. Ça, c'est central et c'est aujourd'hui repris, évidemment, par toutes les sociétés de la Silicon Valley. Donc on passe d'un modèle qui est vertical, et je crois que très symboliquement, c'est intéressant d'observer que finalement, une société du CAC 40, c'est une tour à la défense avec le CEO qui est tout en haut. Ah, il faut que je reste devant la caméra. Et puis, une société californienne, si vous allez dans le nouveau campus de Facebook, c'est totalement plat, ça s'étend sur des hectares, et finalement, l'immeuble le plus haut, il a 4 étages. Et le bureau de Mark Zuckerberg, c'est ça. Voilà, c'est-à-dire que ce sont des gens qui maximisent finalement la valeur qu'ils donnent à l'intelligence et qui savent très bien que les processus ont été remplacés en très grande partie par la plateforme et qu'on peut passer sur des modes projet à des très très hauts niveaux de société. Donc, conséquence évidente, c'est qu'une société comme Google, c'est 50 000 personnes, c'est je crois 6 niveaux hiérarchiques. Une société de 50 000 personnes, vous discutez avec des consultants, avec des gens qui sont spécialisés là-dedans, ils vont vous dire, une société de 50 000 personnes, vous allez facilement trouver 8, 9, 10 niveaux hiérarchiques dans une société de ce type-là. Les niveaux hiérarchiques sont remplacés par la plateforme avec des gains de productivité dans la distribution aussi bien de la culture d'entreprise que des processus qui sont tout à fait importants. Ces notions permettent d'ouvrir la société, de rentrer dans des modèles d'open innovation, de co-construction, de façon très substantielle. Et finalement, la logique de la société, ça n'est plus d'avoir des systèmes où la valeur est intégrée et secrétisée, mais en tout cas pour les sociétés qui sont dans des logiques d'interaction de données, c'est de valoriser la donnée qui vient de l'extérieur et d'être dans des modes qui sont extrêmement transversaux dans la création des process tels qu'ils existent. Ça permet d'être extrêmement agile, je l'ai dit, et la traduction de ça, c'est que finalement les gens qui essayent de mesurer l'efficacité des process en termes d'agilité vous disent à peu près tous, c'est beaucoup plus d'innovation, beaucoup plus d'expérience utilisateur, beaucoup plus de qualité dans l'expérience utilisateur, et finalement une capacité à respecter les délais qui est incomparablement meilleure avec le modèle architecture puis exécution qui est celui notamment évoqué par les SS2I. Et puis enfin, une notion que j'aime beaucoup, c'est le build to fail. C'est le fait que vous n'attendez plus d'avoir une architecture qui soit impeccable pour passer en mode exécution, mais vous exécutez et vous essayez d'avoir quelque chose qui permette d'être démontrable aussi vite que possible. Le patron de LinkedIn, il a dit un truc que je trouve extraordinaire et qui résume très bien finalement cette culture du digital. Il a dit, si vous êtes fier de votre produit le jour où vous le lancez, c'est que vous l'avez lancé trop tard. Et ça, c'est, je crois, une phrase qui est évidemment, qui nous choque beaucoup quand on l'entend, mais qui est extraordinaire parce qu'elle résume finalement cette logique de barbare, consiste à dire, ce qui compte, c'est d'être capable de démontrer l'expérience utilisateur, de démontrer ce qu'on fait, et finalement d'avoir une transversalité du simple fait de la visibilité. C'est-à-dire que les autres voient ce que vous faites et sont capables de comprendre la direction que
que vous voulez prendre, et vous êtes capable de synchroniser des organisations extrêmement lourdes uniquement parce que vous êtes capable d'expliciter ce que vous faites d'une façon extrêmement forte. Donc c'est vraiment une logique qui est une logique anti-blouse blanche. La blouse blanche, innovation incrémentale, et de l'autre côté, les barbares, l'innovation de rupture. Et quand vous discutez, enfin moi je n'ai pas discuté avec lui, mais j'ai lu ce qu'il a écrit, Elon Musk, ce qu'il dit c'est « j'ai créé PayPal, et puis avec PayPal, j'ai compris que finalement j'étais capable de synchroniser des modèles à très large échelle et que c'était applicable dans le monde de l'industrie. » Et de fait, quand vous devenez un leader dans le domaine de la voiture électrique, un leader dans le domaine des fermes solaires et un leader dans les lanceurs spatiaux, vous pouvez dire qu'il n'y a peut-être pas de hasard. C'est-à-dire qu'il a trouvé un truc, et ce truc, c'est, moi je crois, le mot le plus emblématique de ce truc, c'est la notion de plateforme. Et ça, quand vous observez ce qui se passe, vous apercevez que c'est avant tout une question de culture d'entreprise et donc de management. C'est votre capacité finalement à faire infuser, comme un sachet de thé dans toute votre organisation, une culture qui est extrêmement différente, extrêmement en rupture avec les modèles préexistants. Et évidemment, la legacy des entreprises traditionnelles, c'est compliqué. C'est compliqué parce que quand vous montez une start-up from scratch, eh bien, vous êtes capable de forger votre culture d'entreprise sans avoir un préalable contre lequel vous devez vous battre. Pour autant, c'est possible, des entreprises parviennent à le faire.